Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire tragique de la fusillade à l'Assemblée nationale. Et moi, je vous raconte l'histoire indéchiffrable de Marc-André Simoneau. Vous écoutez le balado Captive. Michel, tu vas certainement avoir en tête des images télévisuelles précises reliées au drame que je vais te raconter aujourd'hui. Des images d'un homme qui frappe certainement l'imaginaire collectif depuis maintenant 40 ans. Cet homme-là, qui m'apparaissait au départ comme un fou furieux, empreint possiblement d'une maladie mentale grave, m'a sincèrement donné du fil à retordre dans mes recherches. Puisqu'au-delà du geste choquant qu'il a commis, il est aussi passé au travers un processus judiciaire unique, parfois confus, souvent complexe. Finalement, un processus à l'image de son état d'esprit. Je me lance donc tout de suite, Michel, parce que tu vas voir, c'est très chargé comme histoire. Alors, suis-moi bien. Aujourd'hui, on embarque dans le long récit déroutant de la fusillade à l'Assemblée nationale commise par le caporal Denis Lortie. Cette histoire-là a refait surface cette année, Michel, puisqu'on commémorait les 40 ans du drame qui s'est déroulé le 8 mai 1984. Une date qui sera pour toujours inscrite dans les annales du monde politique au Québec. Le caporal Denis Lortie, dont le nom est devenu tristement célèbre au fil des décennies, avait seulement 25 ans en 1984. Marié, père de 2 jeunes enfants, il a grandi à Limoilou. Puis en 1984, il est membre des Forces armées canadiennes depuis 8 ans. Il a atteint le grade de caporal au bout de quelques années de service et il occupe maintenant un poste de technicien à la base militaire de Carp, près d'Ottawa. Ce poste-là lui permet notamment d'accéder facilement à une voûte où sont gardées, entre autres, des réserves d'armement, comme des explosifs, des armes d'assaut, équipements de combat, etc. Le caporal Lortie est un des 4 employés de la base qui ont accès à cette voûte-là. On présume donc qu'il est un employé sérieux, mais surtout un employé de confiance. Cela dit, Lortie est aussi un jeune homme au caractère atypique, qui se mêle difficilement aux autres au sein de l'armée, tout d'abord en raison de sa langue maternelle. Il est francophone dans un milieu majoritairement anglophone, puis il se débrouille plus ou moins bien en anglais. Il y a aussi un problème d'élocution flagrant, en raison notamment de ses prothèses dentaires, ce qui amène certains commentaires défavorables à son égard de la part de ses comparses militaires. Lortie est un homme plutôt renfermé, qui effectue bien son travail, oui, mais qui demeure tout de même à l'écart. Bien qu'il soit de nature timide, il a des convictions profondes sur lesquelles il n'a pas peur de se prononcer, notamment ce qui touche la discrimination linguistique au sein des Forces armées canadiennes. Il reproche souvent à ses supérieurs de ne pas déployer assez d'efforts pour que la langue française soit utilisée. Il déplore que les militaires francophones doivent obligatoirement parler anglais, tandis que ses comparses anglophones n'ont pas à se soucier de parler français. Même qu'à ses yeux, cette situation-là fait en sorte que les recrues francophones qui intègrent les forces armées et qui parlent peu anglais montent moins rapidement en grade, ce qui crée une très grande frustration chez Lortie. Donc, derrière l'employé organisé et discret, se cache une réelle tourmente, un mal de vivre qui viendra à bout du jeune homme au point de le faire sombrer dans une profonde noirceur qui le mènera à commettre une série d'actions calculées qui aura pour dénouement un événement dramatique qu'on n'aurait jamais cru voir se produire chez nous dans un de nos établissements politiques, soit au Parlement de Québec. C'est au Parlement, précisément à l'Assemblée nationale, dans le célèbre Salon Bleu, que siègent nos députés afin de débattre sur nos diverses questions politiques lors des assemblées. Le premier ministre lui-même décrit l'Assemblée nationale comme étant la maison du peuple québécois. C'est la maison de nos élus, donc un bâtiment qui symbolise bien entendu la démocratie. En 1984, contrairement à aujourd'hui, il n'y avait pas de normes de sécurité rigoureuses pour entrer au Parlement. N'importe qui pouvait franchir les portes sans subir de contrôle spécifique. Ah, c'est vrai ça? Oui.
Aussi, ce que je savais pas, le Parlement de Québec a été le premier au monde à se munir d'un système de télédiffusion afin de permettre de présenter aux citoyens les débats et les travaux de l'Assemblée en direct à la télévision. Le Salon Bleu est donc doté de plusieurs caméras et micros permettant de capter les échanges entre les élus. Et c'est grâce à ces caméras-là qu'on a pu capter, le 8 mai 1984, les images choquantes qui ont marqué notre mémoire collective. Pour bien comprendre la séquence des événements, je te ramène quelques jours avant le drame. Le vendredi 4 mai 1984, à Ottawa, Lortie loue une voiture, prétextant devoir se rendre à Québec pour le week-end afin de régler une situation de divorce auprès de sa femme. Le lendemain, le samedi 5 mai, avant de reprendre la route pour Québec, Lortie fait un arrêt à son lieu de travail, à la base militaire de Carp. Il informe un collègue qu'il a du travail à terminer. Il entre alors dans la voûte d'armes à laquelle il a accès, puis il récupère, entre autres, 2 mitraillettes, un pistolet, bon nombre de cartouches, une veste antiballe et un masque à gaz. Voyons donc. Il enfouit son arsenal dans un havre-sac, qui est un genre de sac à dos militaire, puis il ressort de la voûte. Ah, c'est drôle, sans que personne pose de questions. Exactement. Il quitte la base sans être fouillé. Il prend sa voiture vers Québec. Plutôt que d'aller rejoindre sa femme et ses enfants, il loue une chambre au motel Fleur de Lys, situé sur le boulevard Laurier. Il se rend ensuite dans un grand magasin à rayons où il achète un magnétoscope et des cassettes audio dans le but d'enregistrer des messages. Le lundi 7 mai, Lortie se rend au Parlement puis participe à une visite guidée à l'Assemblée nationale accompagné d'un groupe de touristes. Sur place, il s'informe de l'heure à laquelle les députés doivent siéger le lendemain. On lui répond que les assemblées ont généralement lieu à 10 heures, pile, le matin. Il demande aussi à plusieurs reprises s'il existe un plan de l'Assemblée nationale sur lequel il pourrait mettre la main, mais sans succès. Plus tard, dans la journée du 7 mai, Denis Lortie va livrer une première cassette audio qu'il a préalablement enregistrée et qui contient un message destiné à l'aumônier de la base militaire de Valcartier. Le lendemain matin, le mardi 8 mai, vêtu de son uniforme de militaire, donc bottes noires, pantalon et veste de camouflage, un T-shirt kaki et même un béret, Lortie déjeune au motel, puis il discute calmement avec le propriétaire de l'endroit, puis il lui explique qu'il doit se rendre à un exercice militaire, ce qui explique le port de son uniforme. Il se rend ensuite au bureau de poste où il laisse un colis qui est destiné à son épouse. Le colis contient notamment une deuxième cassette audio. Il se rend ensuite à la station de radio CJRP afin de livrer une troisième et dernière cassette audio destinée cette fois-ci à l'animateur André Arthur. Autour de 9h35, Lortie se stationne près de la Citadelle, qui est un ancien site militaire devenu aujourd'hui un musée, situé non loin du Parlement. Sur place, à l'extérieur, Lortie, armé de sa mitraillette, tire une rafale en direction des remparts de la Citadelle. Un groupe de touristes a juste le temps de se coucher au sol. Denis Lortie embarque dans sa voiture et décolle à pleine vitesse pour se diriger vers le Parlement. Il abandonne ensuite son véhicule et passe la porte du côté sud de l'Assemblée nationale. Il est 9h40. À peine entré à l'intérieur avec sa mitraillette, il tire sur une première victime, Monsieur Camille Lepage, qui travaillait en tant que messager au Parlement. Lortie emprunte alors le couloir qui mène vers le Salon Bleu et Michel, sur son chemin. Il tire sur tout ce qui bouge. Les gens crient, se cachent, certains réussissent à se sauver, d'autres viennent plutôt voir ce qui se passe en entendant le bruit des rafales de mitraillettes. Sur son chemin, à peine entré dans le Salon Bleu, il atteint mortellement un deuxième messager, M. Georges Boyer. Et finalement, une troisième victime, M. Roger Lefrançois, employé du directeur général des élections du Québec. Une fois dans le Salon Bleu, Lortie prend place sur le siège du président de l'Assemblée. On se souvient de ces images-là. Absolument. Hein? En plus des 3 victimes décédées sous les rafales de sa mitraillette, Lortie va en blesser 13 autres. De son siège, face à l'Assemblée, il tire de manière aléatoire dans la salle, dans les airs, devant lui. Si Lortie s'attendait à abattre le premier ministre René Lévesque et l'ensemble de ses députés qui devaient siéger à l'Assemblée ce matin-là, il s'est vite rendu compte de l'absence de ceux-ci, puisqu'en effet,
par le plus grand des hasards, Michel, la période de questions des députés a été déplacée en après-midi. Ah, imagine. Oui, afin de laisser place exceptionnellement à une commission parlementaire portant sur les crédits budgétaires des ministères. Donc, sur place, des employés du Parlement qui s'affairaient simplement à préparer la salle. Denis Lortie, arrivé un peu avant 10 heures, fait donc face à un salon bleu quasi vide, sans aucun membre du gouvernement sur place. Mitraillette à la main, il est dans un état de panique, désorganisé, nerveux, surtout imprévisible. Des gens sont cachés derrière les banquettes, immobiles au sol, dans l'espoir de ne pas être atteints par une balle. Assis sur le siège du président, Lortie s'arrache le dentier à la bouche, le lance et crie fort « Shoot! Tirez-moi! Je suis prêt! » Denis Lortie n'a visiblement pas peur de mourir. Et là, Michel, un homme apparaît à côté de lui, calme, une cigarette à la bouche, mallette à la main, imperméable beige, qui demande à Lortie « Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? » Il s'agit du sergent d'armes René Jalbert, responsable de la sécurité à l'Assemblée nationale. Il est un ancien sergent-major des Forces armées canadiennes avec plus de 30 ans d'expérience dans l'armée. En se présentant et en spécifiant qu'il est lui aussi un militaire, il gagne aussitôt la confiance du caporal Lortie. Wow! Monsieur Jalbert tente rapidement de le calmer. Il discute avec lui, fait même preuve d'empathie, d'écoute. Il n'est pas du tout dans la confrontation. Il a plutôt une approche presque thérapeutique avec Lortie qui demeure très nerveux. Mais c'est donc ben incroyable. Je sais. Le lien de confiance qui se crée entre les deux hommes fait en sorte que la situation devient sous contrôle. À la demande de Jalbert, Lortie accepte même de faire sortir les employés qui sont terrés au sol dans le salon bleu. Et non seulement il les laisse partir, mais il s'excuse à chacun d'eux lorsqu'ils quittent la salle. Puisque Lortie est encore lourdement armé et agité, René Jalbert tente de trouver une solution pour le faire sortir du salon bleu. Il essaie de le convaincre de le suivre dans son bureau, au sous-sol du Parlement, pour qu'ils puissent discuter ensemble puis trouver une solution à son problème. Ce que Lortie va finalement accepter. Jalbert lui demande de se déplacer en rang, comme dans l'armée, donc derrière lui, et Lortie s'exécute. Comme promis, ils atteignent le bureau du sergent d'armes. Jalbert traite même Lortie comme un visiteur. Il lui présente sa secrétaire et d'ailleurs, la dame ne savait pas du tout à qui elle avait affaire. Elle pensait que c'était un membre de l'équipe tactique, donc elle lui a même fait la bise en guise de salutation. Bon, après quoi, Jalbert a comme invité sa secrétaire à aller prendre une petite pause café, ce qu'elle a fait. Les deux hommes prennent place dans le bureau et se mettent à discuter de différentes questions militaires. Au dire de René Jalbert, il n'était pas question qu'il le questionne sur le motif de son geste, parce qu'il avait peur que ça le remette en colère. La détresse psychologique de Lortie est palpable et Jalbert doit user de stratégies pour faire en sorte que Denis Lortie se rende lui-même aux autorités sans que ça dégénère. Il passe donc quelques coups de fil à des amis militaires dans le but que Lortie puisse se rendre à la police militaire et non aux autorités provinciales. Ils conviennent ensemble d'un plan, soit de laisser les armes à Jalbert, de sortir du bureau ensemble, de marcher l'un derrière l'autre sur une distance d'environ 75 pieds jusqu'à la sortie pour aller à la rencontre d'un colonel des Forces armées qui l'attendrait à l'extérieur pour l'arrêter. Pendant leur trajet, 2 policiers de la SQ les surveilleraient à distance dans le corridor. Aïe, aïe. Lortie accepte le plan. Il est prêt à se rendre. Au bout d'environ 3 heures dans le bureau du sergent d'armes, les 2 hommes mettent leur plan à exécution. Une fois les armes remises à Jalbert, Lortie s'avance pour sortir du bureau. En quelques secondes seulement, un policier agrippe rapidement Jalbert, le sort de force et Lortie se retrouve seul, désarmé devant les autorités qui l'attendaient. Le caporal Denis Lortie est arrêté sur le champ, puis il est rapidement escorté à l'extérieur du Parlement. Même René Jalbert a été pris de court dans ce dénouement-là parce qu'il avait la ferme intention, Michel, de respecter le plan et l'entente qu'il avait fait auprès du caporal Lortie. C'est tellement triste. Je sais. Mais bon, une chance que ça n'a pas dégénéré. Vraiment. Va s'en suivre, Michel, un long et pénible parcours judiciaire où l'on va évidemment tenter de décortiquer et comprendre le motif derrière le geste de Denis Lortie, tout en essayant de démystifier qui est le personnage derrière le jeune caporal.
Je vais d'ailleurs aborder les éléments que je juge pertinents puisqu'évidemment, je ne peux pas couvrir l'entièreté des témoignages en raison de l'ampleur du procès. C'est le 7 janvier 1985 que s'ouvre le procès du caporal Denis Lortie devant une foule de plus de 300 personnes. C'est le juge Yvan Mignot de la Cour supérieure du Québec qui préside l'audience. Denis Lortie plaide non coupable à des accusations de meurtre au premier degré pour la mort de messieurs Camille Lepage, Georges Boyer et Roger Lefrançois. Lortie fait aussi face à 9 accusations de tentative de meurtre dont le procès va se faire dans un deuxième temps. Dès le premier jour de l'audience, un jury composé de 7 femmes et 5 hommes est sélectionné. Les avocats de Denis Lortie, maître André Royer et maître François Fortier, misent sur une défense d'aliénation mentale. Ils vont tenter de prouver que Lortie ne faisait pas la différence entre le bien et le mal au moment de commettre ses actes le 8 mai 1984. De son côté, le procureur de la Couronne, maître André Plante, tentera de prouver la préméditation derrière le geste du caporal Lortie. Ce sera un long procès qui va s'étendre sur plusieurs semaines. La preuve de la Couronne est essentiellement basée sur des témoignages, mais surtout sur des éléments très révélateurs, soit les bandes audio, des cassettes enregistrées par Lortie la veille de la fusillade, mais aussi les images vidéo captées dans le Salon Bleu au moment des faits grâce au système de télédiffusion. Donc, évidemment que ces éléments-là sont cruciaux dans la preuve présentée par la Couronne, mais ils le sont tout autant pour les avocats de Lortie. Cela dit, je te rappelle qu'en 1985, c'était pas encore obligatoire de divulguer la preuve entière à la défense, tu te rappelles? C'est vrai. Il aura donc fallu plusieurs tentatives de la part des avocats de Lortie pour pouvoir mettre la main sur ces enregistrements audio et visuels-là afin de s'assurer d'offrir une défense pleine et entière à leurs clients. Et c'est quand même fou quand tu y penses. C'est incroyable. Et c'est finalement 2 jours après le début du procès que les avocats de la défense mettent enfin la main sur les enregistrements pour la première fois. Oui, ils pourront alors les soumettre à des spécialistes, des psychiatres, dans le but d'analyser le comportement du caporal Lortie et être en mesure de prouver leur défense d'aliénation mentale, ce qui sera tout un défi pour les avocats, tu te doutes bien. La Couronne appelle ses premiers témoins. On apprend notamment que Denis Lortie occupait bel et bien un poste de haute confiance à la base militaire, ce qui lui permettait d'avoir accès à la voûte des armes. Un témoin explique que les membres des forces armées autorisés à entrer dans la voûte doivent d'abord faire le lien avec la police militaire afin d'obtenir 2 clés qui donnent accès à l'entrée de la voûte. Ensuite, un code est requis pour arrêter le signal d'alarme qui s'enclenche automatiquement. La 2e clé donne accès à un tiroir qui contient un autre trousseau de clés qui, lui, permet d'accéder aux armes comme des mitraillettes et des pistolets. Les munitions sont gardées dans un autre endroit de la voûte, aussi sous clé. Donc, y accéder, c'est une chose. Mais au procès, on se questionne aussi sur comment Lortie a pu quitter la base le samedi 5 mai avec un sac rempli d'armes et des munitions, et ce, sans se faire fouiller ou questionner par des collègues ou même par la police militaire. Un autre jeune caporal, Jean-François Forrester, explique qu'il a accompagné Lortie dans la voûte le 5 mai avant de le laisser seul. À aucun moment, quand Lortie est ressorti de la voûte, il a pensé le fouiller. Il se côtoyait depuis plus d'1 an, il avait confiance en lui. Il explique aussi que depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Charte canadienne des droits et libertés, ils ne sont plus autorisés à fouiller quiconque de manière injustifiée, à moins d'avoir un soupçon ou à la suite d'une plainte. Mais attends, il sortait quand même de là avec un sac rempli d'armes, non? Bien, il est sorti de là avec un sac à dos sans savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans, Michel. Oui, quand même. Le caporal Lortie a donc été en mesure de sortir de la base militaire comme si rien n'était, et ce, sans que personne ne fouille son sac. C'est incroyable. Lortie est arrivé à Québec avec un vrai arsenal de guerre. Dans les journaux, on fait d'ailleurs la très longue liste des pièces à conviction présentées lors du procès. 2 mitraillettes, un pistolet Browning, un anorak, une chemise de camouflage portant les mots « Caporal Canada » marqués sur les épaules, un béret de militaire, un couteau de poche, un réveil matin, une couverture, une paire de lunettes, plusieurs chargeurs, une centaine de douilles et de cartouches, un masque à gaz et une paire de gants bruns. Il s'en allait vraiment en mission, hein? Ben, moi, là, je regarde ça, puis je trouve ça un petit peu difficile de demeurer impartial. Ouais. Tu sais, je pense que tu es d'accord avec moi, là. Il est arrivé assez bien préparé, là. Vraiment.
Ensuite, le témoignage du médecin légiste, le docteur George Miller, fait grandement réagir. Tout d'abord, les avocats de Lortie s'opposent à ce que le médecin légiste vienne témoigner en prétextant que c'est pas nécessaire de l'entendre puisqu'ils sont effectivement prêts à admettre que les 3 victimes sont bien décédées sous les balles tirées par Denis Lortie. Mais la couronne va insister et les détails de l'autopsie sont divulgués au jury. On apprend d'abord que la première victime, M. Camille Lepage, est décédé en raison de lacération cérébrale. Il a donc été atteint à la tête par la rafale de mitraillette tirée par Lortie. Ensuite, M. Roger Lefrançois est quant à lui décédé en raison d'une balle qui lui a transpercé l'œsophage, la trachée et le poumon. Finalement, M. Georges Boyer a succombé à une hémorragie sévère en raison d'une balle reçue au poumon gauche. C'est encore plus choquant, Michel, quand on pense que ces victimes-là ne faisaient pas partie du plan initial de Lortie, que ces 3 hommes-là n'étaient qu'au mauvais endroit, au mauvais moment. J'imagine pas le carnage qu'il y aurait eu s'il avait fallu que les députés et le premier ministre René Lévesque aient été présents à l'Assemblée ce matin-là. S'il a été capable de tirer sur des innocents en dehors même du Salon Bleu, le résultat de son plan réussi, là, en très gros guillemets, aurait été absolument cauchemardesque. Des témoins de la fusillade sont d'ailleurs appelés à témoigner. Ce qu'ils décrivent comme scène sort directement d'un film d'horreur. Madame Jacinthe Richard, l'une des survivantes à la fusillade, explique qu'elle a croisé Lortie dès son entrée dans le bâtiment. Il s'est placé devant elle, puis il a dit « Bon », puis il lui a tiré dessus. Elle a reçu une balle dans le poumon, une dans le bras et une 3e dans la hanche. M. Denis Sanson, un agent de la paix qui travaillait à l'Assemblée nationale, a été blessé à l'abdomen et malgré sa blessure, il a essayé de sonner l'alerte. Voici comment il décrit le visage de Lortie quand il a tiré sur lui avec sa mitraillette. Michel. Il avait les yeux profonds, l'air dur, un homme sévère, comme quelqu'un qui est fâché. Laurent Rodrigue, un autre témoin, se trouvait derrière Roger Lefrançois quand celui-ci est mort sous les balles de Lortie. Il s'est couché au sol dans le Salon Bleu, puis tout ce qu'il entendait, c'est Lortie qui criait « Où c'est qu'ils sont passés? Je vais débarrasser la province de cette gang-là! » René Jalbert, le sergent d'armes qui a posé le geste héroïque de prendre en charge Lortie, a aussi été appelé à témoigner. Il explique lors de son contre-interrogatoire par la défense qu'à un certain moment, il a ressenti de la pitié pour Lortie. Évidemment qu'il n'excuse pas ses gestes, mais il explique qu'au moment de discuter avec lui dans son bureau, Lortie s'est mis à pleurer en disant qu'il regrettait ce qu'il venait de faire. Bon, cela dit, Lortie avait aussi des paroles assez confuses. Il lui répétait que c'est pas lui qui avait fait ça, mais que c'était plutôt sa tête, que c'était son esprit. Et c'est exactement ce genre de propos-là que l'on retrouve sur les cassettes audio qu'il a distribuées avant la fusillade. Dans celle envoyée à sa femme, qui a d'ailleurs été interceptée par les autorités avant qu'elle puisse la recevoir, contenait surtout un message d'adieu d'une durée de 23 minutes. Je te lis un extrait tiré du journal Le Devoir du 15 janvier 85. « Ne t'inquiète pas, avant qu'il ne me tue, je vais en avoir tué beaucoup. Mais c'est trop dur pour moi, la vie est trop dure. Je ne sais pas par où me tirer des bouts de temps, alors j'aime mieux en finir. » Il ajoute aussi « Ce que je veux faire, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je le fasse. Beaucoup de monde vont dire que je suis fou. Je ne suis pas fou, je suis lucide. » Il lui dit aussi de refaire sa vie, de ne pas l'attendre si jamais il survit au massacre, puis il termine en disant « Je pense que c'est tout, ça s'éteint là, c'est fini, adieu. » Il était en instance de divorce, par contre, non? Oui. La cassette était accompagnée d'un colis, puis à l'intérieur, il y avait quelques effets personnels de Lortie, dont son porte-monnaie avec tous ses papiers personnels, ses pièces d'identité, un peu d'argent, un billet de loterie, sa pipe avec un paquet de tabac, ses clés, puis son alliance dans une enveloppe inscrite avec le prénom de son épouse, Lise. Sur la cassette qui était destinée à l'animateur de radio André Arthur, il aborde davantage le motif de son geste, bien que le fond de son message est assez confus. Dans cet enregistrement-là de 33 minutes, il aborde notamment la question de la survie de la langue française. Il mentionne entre autres, puis je le cite, « Le gouvernement en cours doit être détruit. Le PQ, y compris René Lévesque, ont fait beaucoup de tort aux Français du Québec et du Canada. Ce que je fais, ce n'est pas pour moi, mais pour vous. » C'est bizarre un peu, hein? Ouais. Il précise du même coup qu'il aurait pu s'attaquer à plus puissant que le Parti québécois, comme le Parti libéral ou conservateur à Ottawa.
Mais il explique sa décision en disant que c'est parce que sa langue est au Québec, donc de s'attaquer aux autres parties, ce serait de faire de la politique. Il dit aussi que c'est au Québec, avec le gouvernement de René Lévesque, qu'on en a fait le plus pour détruire la langue française. Puis, il attaque verbalement les partisans de l'indépendance. Ah. Bon, comme je te dis, c'est assez mélangeant comme propos, là. Puis c'est pas très cohérent non plus, là. Puis bien honnêtement, tout au long du procès, Michel, on va pas vraiment réussir à bien saisir son message. Il y a beaucoup de contradictions. On sait que ça a un lien avec la politique linguistique, mais aussi avec la discrimination linguistique au sein des Forces armées canadiennes. Vient ensuite le moment où la couronne présente enfin le contenu des bandes vidéo captées lors de la fusillade et de la prise d'otages dans le Salon Bleu. Sache qu'à ce moment-là, les images vidéo n'ont jamais été présentées au public, ni à la cour, ni dans les médias. Puis, il y a d'ailleurs une ordonnance de non-publication des bandes vidéo, et ce jusqu'à ce que le procès soit terminé. On y voit exactement ce que je t'ai décrit un peu plus tôt, les rafales de mitraillettes, l'ortie qui est agitée, l'arrivée de René Jalbert, la libération des otages. Bref, ce sont encore aujourd'hui des images absolument spectaculaires. Mm-hmm. On y voit un Denis Lortie armé jusqu'aux dents, imprévisible, colérique. Puis j'ai pas pu faire autrement que de me mettre dans la peau des personnes sur place qui ont certainement vécu un des plus gros traumatismes de leur vie. Ah, c'est sûr. Pas besoin de dire que ces images-là ne joueront pas trop en la faveur de la défense. Au fur et à mesure que le procès avance, on comprend de plus en plus que son geste est possiblement relié à une escalade de colère qui mélange, oui, des frustrations politiques, mais aussi des problèmes personnels graves. Et pour faire la lumière sur ces problèmes, la défense va faire témoigner 3 psychiatres différents. Si la couronne a présenté une 40aine de témoins, les avocats de la défense, eux, fondent essentiellement leurs preuves sur les résultats des analyses tirées des évaluations psychiatriques effectuées par 3 spécialistes. Et Michel, j'avais plutôt hâte d'aboutir à cette portion de l'histoire parce que je vais t'avouer que j'ai fait un moyen saut quand j'ai lu que le premier psychiatre qui a témoigné en faveur de la défense est nul autre que le fameux docteur Pierre Mailloux, ou non. Doc Mailloux pour les intimes. Non. Bon, à l'époque, docteur Mailloux n'a que 36 ans. Il a obtenu son doctorat 10 ans auparavant, n'a visiblement pas encore perdu son droit de pratique et j'ai été étonnée de lire qu'il avait aussi œuvré dans le milieu militaire. Donc, je présume qu'il devait avoir une assez bonne réputation. Cela dit, dès le départ, Dr Mailloux évoque une forme de schizophrénie chez Lortie. À ses dires, Lortie n'avait pas le contrôle de son esprit au moment des faits. Je répète qu'il fonde ses analyses sur 2 entrevues auprès de Lortie et sur l'écoute des cassettes audio et vidéo. Il indique qu'il aurait eu des propos bibliques tout au long de sa première entrevue en disant, par exemple, qu'il était en communication directe avec Dieu. D'après un article de la presse du 26 janvier 1985, Dr Mailloux présente aussi au jury une expertise plutôt originale, je dirais, en expliquant que Denis Lortie souffrirait de différentes formes de délire, soit le délire mystique ou religieux, de là ses propos bibliques, le délire de la grandeur, le délire de contrôle et finalement le délire de la persécution. Donc, en résumé, d'après les observations du docteur Mailloux, Lortie serait convaincu que ce n'est pas lui qui a posé son geste, mais bien une puissance supérieure qui l'habite, l'inspire, lui impose sa volonté et le contrôle littéralement. Ah, c'est nouveau, À ça. dire, oui. Lortie aurait même été victime d'hallucinations visuelles et auditives de nature religieuse au moment de son entrée dans l'Assemblée nationale. Bon, je dois t'avouer que j'ai un préjugé assez défavorable, moi, envers le docteur Mailloux, donc je ne peux pas m'empêcher de rouler des yeux devant ses analyses, d'autant plus qu'il est le seul à présenter des conclusions qui parlent de schizophrénie et de délire multiples axés sur la religion. Michel, il dit même que Lortie lui aurait avoué, écoute ça là, avoir reçu des dons spéciaux de la part d'un ovni, dont celui de pouvoir lire sur les lèvres et dans la pensée des gens. Bon, moi, là, ça m'épuise. Je veux même pas aller là, OK? On va pas aller là. Okay. Je préfère continuer cette fois-ci avec le 2e psychiatre, le docteur Louis Roy, directeur des services professionnels de l'hôpital psychiatrique Robert Giffard, qui va, quant à lui, aborder plutôt l'ambiance de violence dans laquelle Lortie vivait quand il était enfant. Il aurait été battu par son père. Le docteur Roy parle aussi d'une forme de délire, mais pour sa part, il parle plutôt d'un délire paranoïde axé sur le gouvernement québécois.
ce qui fait un peu plus de sens. D'après lui, Lortie se trouvait dans un état psychotique qui altérait sa perception de la réalité sans toutefois en perdre le contact totalement, puisque côtoyé des gens là, dans les jours précédents le drame, puis ils ont tous affirmé que Lortie avait l'air normal. Mais il amène un point intéressant quand même quant à la notion de normalité, là. Est-ce que dans la planification de son crime, il aurait dû, par exemple, louer son véhicule sous un faux nom ou prendre les armes ailleurs que dans la voûte des armes de la base militaire ou même éviter de se promener avec son uniforme de militaire en plein jour, là, juste quelques heures avant le drame? Donc, des réflexes plus normaux, mettons. Est-ce que sa perception de la réalité est effectivement altérée à ce moment-là? Tu t'en penses quoi, toi? Ben moi, ça me donne l'impression d'un homme qui était réellement en mission. Oui, hein? Tu sais, c'était fait presque au vu et au su de tous, là. Il était justement en uniforme. Il a sorti des armes de son travail. Il y avait dans son sac plusieurs objets que je trouve qui démontrent comme s'il partait vraiment en mission. Ben, comme s'il était dans une réalité... À parallèle un peu. Parallèle, là. exactement. Vraiment. Le troisième psychiatre présenté par la défense est le docteur Guy Tremblay, qui présente aussi la notion du délire, mais cette fois-ci axée sur un déséquilibre émotif. D'ailleurs, pour la première fois depuis le début du procès, c'est en entendant les propos du docteur Tremblay que Denis Lortie va craquer et pleurer en se cachant le visage. Oh. Parce que docteur Tremblay aborde le sujet du père violent et incestueux de Lortie. Il évoque aussi la naissance de la fille de Denis Lortie, née en décembre 1983, soit quelques mois avant la fusillade. L'arrivée de sa fille aurait été un déclencheur à sa détresse psychologique, puisqu'il avait peur de reproduire sur ses propres enfants ce qu'il a subi de la part de son père. Au point même qu'il a demandé le divorce pour s'éloigner de sa famille. Sa fragilité émotionnelle additionnée à ses nombreuses frustrations reliées à la discrimination linguistique dans les forces armées l'aurait donc mené vers un délire qui l'a poussé à vouloir détruire le gouvernement. Trouver un coupable à sa détresse, dans le fond. Mettons, oui. À son avis, le délire de Lortie aurait pris fin quand il s'est aperçu que les députés étaient absents du Salon Bleu, comme si ça l'avait réveillé. Ce qui va créer beaucoup de confusion pour la suite du procès sont les témoignages des psychiatres recrutés par la Couronne puisqu'ils sont en totale contradiction avec les 3 psychiatres de la défense. Les fameuses guerres d'experts. Ils vont plutôt pencher vers un diagnostic de dépression. Comme l'indique notamment le docteur Robert Duguay de l'hôpital Hôtel-Dieu à Montréal, Lortie ne souffrirait ni de délire psychotique, ni de délire paranoïde et encore moins de schizophrénie. Le docteur Duguay a plus de 25 ans d'expérience et quelques années avant le procès, il était le président de l'Association des psychiatres du Canada. En analysant la cassette audio dédiée à l'animateur André Arthur, le docteur Duguay décèle une intention nette et claire de tuer. Il aborde même la question de troubles de personnalité graves chez Lortie. Troubles qui ne s'associent pas nécessairement à une maladie mentale précise. Cela dit, le 8 mai 1984, jour de la fusillade, il précise que Lortie a été victime, et je cite, d'une véritable explosion de rage incontrôlable à la faveur d'un très grand stress. Le docteur Louis-Charles Daou, psychiatre pour le ministère de la Justice, indique lui aussi que Lortie présenterait un symptôme dépressif normal. Il n'était pas désorienté lors des entrevues, puis ne souffrait pas de délire ni d'hallucination. C'est avec les témoignages des psychiatres que le procès va prendre fin. Les plaidoiries de la Couronne et de la défense ne durent que quelques heures. Est-ce que la préméditation a été prouvée par la Couronne ou si l'aliénation mentale a été démontrée par la défense pendant les 5 semaines qu'a duré le procès? Bien entendu que le juge Yvan Mignot prend le soin de bien dicter les instructions au jury. Sauf qu'à la surprise de tout le monde, mais surtout à la surprise des avocats de la défense, le juge n'ira pas de main morte en parlant des témoignages des psychiatres de la défense, surtout le témoignage de Dr Pierre Mailloux. Michel, il va carrément les discréditer en précisant qu'ils ne sont que oui-dire et qu'ils ne constituent pas une preuve en soi. Tous les 3? Surtout celui de Pierre Mailloux. OK. Michel, je te laisse le soin de nous lire ces paroles tirées du journal Le Soleil du 8 février 1985. C'est une erreur en droit que de considérer les propos du docteur Mailloux comme étant prouvés, parce qu'il n'y a pas de preuve des symptômes qu'il décrit et vous devez baser votre décision sur des faits mis en preuve. Et non seulement il va critiquer les témoignages, mais il ne permettra pas
au jury de consulter les notes sténographiques des témoignages de Dr Mayou. C'est quand même particulier, sachant que la preuve de la défense repose essentiellement sur les analyses fondées par leur psychiatre. Le juge Mignot va tout de même rappeler au jury les 4 verdicts possibles, soit non coupable des 3 meurtres en raison d'aliénation mentale, coupable de meurtre avec préméditation, coupable de meurtre sans préméditation ou homicide involontaire. 5 longues journées vont s'écouler avant d'obtenir un verdict. Le 13 février 1985, le jury va finalement reconnaître le caporal Denis Lortie coupable des meurtres avec préméditation de Camille Lepage, Georges Boyer et Roger Lefrançois. Lortie est condamné à 25 ans de prison avant possibilité de libération. Sauf que le juge Mignot ne veut pas juste s'adresser à Denis Lortie au moment de prononcer sa sentence. Il va aussi en profiter pour blâmer devant la cour le travail des 2 avocats de la défense en mettant en lumière leur incompétence. Il mentionne notamment le peu de témoins qu'ils ont présentés et aussi il leur reproche de ne pas avoir analysé plus loin la question de l'inceste de la part du père de Lortie, parce que Michel aurait pu être amené en preuve et rendre encore plus solide la défense d'aliénation mentale. On apprend en plus que le père de Lortie a purgé 3 ans de prison pour inceste en 1969. C'était donc un aspect excessivement facile à prouver pour les avocats. Pourtant, ils ont fait le choix de ne pas l'aborder. Le juge revient aussi sur les déclarations ridicules des psychiatres, dont celle du docteur Mayou, bien évidemment. Rapidement, on peut lire dans les journaux les jours suivants que, Denis Lortie compte aller en appel de sa sentence en dénonçant la partialité du juge au moment de donner ses instructions au jury. On se rappelle qu'il a discrédité la preuve de la défense. Donc, les avocats estiment que leur client n'a pas pu bénéficier d'une défense pleine et entière. On apprend aussi que les 2 avocats de la défense, maître André Royer et François Fortier, comptent porter plainte contre le juge Mignot. Ils vont en effet le poursuivre pour diffamation en raison des propos dégradants qu'il a portés envers eux devant la cour au moment de la condamnation de Lortie. Incroyable. Les avocats lui réclament une somme de 500 000 $ pour dommages-intérêts, souffrance morale et psychologique, humiliation, stress, perte de confiance, perte de réputation et bien sûr, nuisance à leur carrière. Le bâtonnier du Québec de l'époque, Pierre Sébastien, qui est à la tête de l'Ordre des avocats et qui agit en tant qu'arbitre, indique clairement que le juge Mignot est allé un peu trop loin. Dans un article du Soleil du 16 février 1985, il rappelle que seul l'avocat est maître de sa cause. C'est à lui seul de déterminer quel témoin il présentera afin d'appuyer sa cause et aussi de quelle façon il souhaite le faire. Le juge n'avait donc pas à faire un commentaire du genre sur la qualité de la preuve ni sur la façon de travailler des avocats. Bien que la situation est désolante pour les 2 avocats, quelques mois plus tard, on peut lire dans la presse du 20 juillet 1985 que la poursuite de 500 000 $ est finalement rejetée. D'après l'article, on précise qu'au moment où le juge Mignot a prononcé ces paroles à la fin du procès de Lortie, il jouissait pleinement de l'immunité judiciaire accordée au juge de la Cour supérieure. Il s'agit d'une règle adoptée pour assurer l'indépendance de la magistrature. En d'autres mots, c'est une règle qui garantit aux juges de pouvoir faire leur travail de manière indépendante, sans pression extérieure, donc qui lui permet de prendre des décisions justes sans avoir peur des conséquences. Ce dossier étant réglé, on est loin de voir le bout du parcours judiciaire de Denis Lortie. En septembre 1986, on annonce que la requête en appel a été entendue et prise en compte et qu'un nouveau procès aura lieu pour Lortie. C'est au début janvier 1987, soit presque 2 ans après son premier procès, que les audiences commencent. À la surprise de tout le monde, Lortie va cette fois-ci reconnaître sa culpabilité en plaidant coupable à des accusations réduites, soit 3 accusations de meurtre au 2e degré, et en plaidant aussi coupable aux 9 accusations de tentative de meurtre dont le procès n'a toujours pas eu lieu. La sentence ne sera toutefois pas prononcée sur le champ puisque des plaidoiries doivent être présentées afin que le juge, Jacques Ducrot, puisse déterminer la durée de la peine accordée à Lortie, soit une durée entre 10 et 25 ans avant d'être éligible à une libération conditionnelle. Dans le cadre de ce 2e procès, le caporal Lortie est toujours représenté par maître André Royer, mais à ses côtés, on retrouve maître Jacques Larochelle.
Les deux avocats vont appuyer leur plaidoirie sur l'enfance difficile de Denis Lortie et l'impact que ça a eu sur sa vie d'adulte, spécialement lorsqu'il est devenu père lui-même. Lortie va lui-même témoigner et mettre en lumière la peur viscérale dans laquelle il vivait, soit celle de devenir violent comme son père envers ses propres enfants. Il raconte qu'un jour, après avoir levé la main sur son fils, il a craqué. En avril 1984, à peine un mois avant la fusillade, il entamait des démarches de divorce et exigeait à sa femme qu'elle parte chez ses parents à Québec avec les enfants dans le but de les éloigner de lui. Il raconte que tout a déboulé dans les semaines suivantes. Au moment où il a demandé congé à son supérieur le 27 avril afin d'aller régler son divorce à Québec, le congé lui a été refusé. Et c'est à ce moment-là que la rage a pris le dessus sur son jugement. Il voit alors à la télé un segment de nouvelles qui parle du gouvernement PQ et ça a un effet immédiat sur son état mental. Il déclare « À force de me faire crier dans les oreilles par les gars de l'armée que le gouvernement péquiste était de la pourriture, ça m'a frappé. Je cherchais une porte de sortie, la rage m'a pogné. » Puis c'est là qu'il a mis en branle son plan d'aller tuer le gouvernement. Le 4 mai, il loue une voiture à Ottawa, récupère des armes dans la voûte de la base militaire. Il raconte qu'il espérait se faire prendre à ce moment-là, mais malheureusement, c'est pas arrivé. Une fois les plaidoiries terminées, le juge Ducrot fait une annonce choc Michel. Il annule le plaidoyer de culpabilité de Lortie en précisant qu'il y a une défense possible devant les accusations qui pèsent contre lui. Voyons les juges qui se mêlent de ça. C'est spécial, hein? Oui. À ses yeux, la défense pour aliénation mentale est faisable, donc un acquittement demeure possible. Il oblige alors la tenue d'un nouveau procès. Je sais, c'est sans fin. Ce qui arrivera quelques semaines plus tard, en mars 1987, cette fois-ci devant le juge Gaston Desjardins. Mais encore une fois, Denis Lortie plaide coupable de meurtre second degré. On sait peu de choses sur le déroulement des audiences en raison d'une ordonnance de non-publication, mais ce qu'on sait, c'est que les avocats de Lortie ont présenté une preuve un peu différente, notamment en lien avec des témoignages de psychiatres. Et cette fois-ci, le juge accepte le plaidoyer de culpabilité. Le 11 mai 1987, Lortie obtient une peine de 10 ans de prison avant possibilité de libération conditionnelle. Ce jugement inclut aussi les 9 accusations de tentative de meurtre qui pesaient contre lui. 10 ans, c'est assez clément, là. Vraiment. D'autant plus que Lortie a déjà purgé 3 ans de prison, ce qui réduit sa peine à seulement 7 ans. Je trouve ça très peu pour 3 vies arrachées. L'annonce de sa culpabilité amène aussi la fin de l'ordonnance de non-publication des fameuses bandes vidéo de la fusillade à l'Assemblée. Je te rappelle que ça n'avait jamais été partagé au grand public. J'ai trouvé, Michel, le bulletin spécial de Radio-Canada diffusé très tard dans la nuit, animé par Bernard de Rome, qui présente justement pour la toute première fois les images vidéo relâchées à minuit pile, le 12 mai 1987. Je vais rendre disponible d'ailleurs sur nos plateformes le lien YouTube. Les images, là, je les avais déjà vues, mais en regardant la diffusion de ce programme spécial-là, ça m'a vraiment donné froid dans le dos, comme si c'était la première fois que je les voyais. C'est dur à regarder, puis je m'imagine surtout la population qui découvrait pour la première fois ces images-là. C'est vraiment bouleversant, Michel. Denis Lortie est assis dans le fauteuil du président de l'Assemblée. Il vient de tuer 3 personnes et d'en blesser une dizaine d'autres. En 1995, dans un article du journal Le Soleil du 5 janvier, on annonce la libération conditionnelle de Denis Lortie, presque 11 ans après le drame. Interviewé, il dit avoir évolué, avoir de meilleurs outils et qu'il a un meilleur contrôle de ses émotions et aussi qu'il n'est plus le jeune homme de 1984 complètement déconnecté de la réalité. Il partage ses remords, il est conscient qu'il ne peut pas effacer ce qu'il a fait et qu'il doit apprendre à vivre avec le geste qu'il a commis. On en sait très peu sur la vie qu'il a menée par la suite. Il doit être âgé de 65 ans aujourd'hui. J'ai pas pu m'empêcher de me demander s'il avait eu connaissance de la commémoration des 40 ans du drame cette année. C'était partout dans les médias.
Heureusement, ce qui a surtout été mis de l'avant, c'est l'acte de bravoure du sergent d'armes René Jalbert. Puis d'ailleurs, M. Jalbert est décédé en 1996, mais sa conduite héroïque demeure encore aujourd'hui un fait marquant de l'histoire politique du Québec. La bravoure du sergent, mais aussi les victimes, dont les noms figurent maintenant sur une plaque commémorative qui a été inaugurée à l'Assemblée nationale en 2014. Elle permet de garder en mémoire les noms de ces 3 hommes décédés injustement le 8 mai 1984, messieurs Camille Lepage, Georges Boyer et Roger Lefrançois. Je vais terminer en citant le président de l'Assemblée au moment de la commémoration. Toute cette tragique journée ne doit jamais être oubliée. Elle rappelle la fragilité de la démocratie et cette plaque installée à un endroit symbolique servira désormais de repère aux yeux de tous, d'empreinte solennelle de mémoire à la folie des hommes. Annie, tu le sais, on en a parlé ici, hein? C'est difficile d'expliquer comment on s'arrête à un cas plutôt qu'à un autre. Tu sais, des fois, c'est juste une évidence, là. C'est un dossier trop gros ou trop important pour qu'on passe à côté, mais il arrive aussi que certaines histoires nous happent, nous aspirent littéralement, puis on est juste incapable de résister à l'envie de la fouiller ou de la raconter. J'imagine que ça t'est déjà arrivé à toi aussi. Oui, absolument. Le drame que je te raconte aujourd'hui, il m'a été rapporté par un auditeur. Puis dès que j'ai lu les premières lignes de l'histoire qu'il me proposait, c'était trop tard. J'ai eu besoin de savoir. Ça n'a pas été facile, Annie. Je me suis cogné le nez à plusieurs reprises dans mes recherches. Ce que je vais te raconter aujourd'hui, je vais le faire uniquement ou presque avec les faits que j'ai pu trouver dans les archives journalistiques ou dans le rapport du coroner. Parce que tous les proches que j'ai contactés pour étayer le dossier n'avaient pas envie de me parler. Je comprends ça à 100% pour te dire la vérité. Là, on a beau faire un travail rigoureux avec tout le respect et la bienveillance dont on est capable. Reste que la vérité, c'est qu'on est toujours bien juste un balado amateur. Tu sais, c'est officiel que certains membres de l'entourage des victimes n'ont pas nécessairement envie de se replonger dans des souvenirs aussi difficiles, pour plein de raisons évidentes. Petite note, sache quand même que je n'ai pas senti que les proches étaient en désaccord avec ma démarche, loin de là. Simplement, ils n'avaient pas envie d'y participer. Aujourd'hui, je te raconte la fin tragique et mystérieuse de Marc-André Simoneau. En juillet 2015, Marc-André Simoneau a 31 ans. Si je regarde ses photos, il semble être un gars assez grand, assez bâti, comme on dit. Hein? Clairement, il s'entraîne parce qu'il a une musculature de gars très en forme, disons-le comme ça. Le crâne rasé, les yeux bruns, la mâchoire carrée. Il a un visage très sympathique, assez doux même, je dirais. Sur ses photos, en tout cas, Marc-André Simoneau a l'air d'un gars heureux. Il avait de quoi l'être d'ailleurs, selon le Journal de Montréal du 24 juillet 2015, parce que depuis un mois, les choses allaient assez bien pour lui. Il y avait un nouvel emploi dans une compagnie de pose de toiture en tant qu'ouvrier. Il y avait aussi une nouvelle voiture, rutilante Ford Taurus bleu. Et le plus important, une nouvelle amoureuse, Mélanie, qu'il fréquentait depuis un mois et de qui il semblait follement amoureux. Ces deux-là, depuis les dernières semaines, étaient toujours ensemble, soit dans l'appartement de Marc-André, qui habitait dans Montréal-Nord, pas trop loin de la Rivière-des-Prairies, soit chez Mélanie, qui, elle, habitait dans la banlieue ouest de Montréal, à l'île Perrot. Comme tous les nouveaux couples, les deux amoureux semblaient filer le parfait bonheur, toujours en train de se texter quand ils n'étaient pas ensemble. Bref, clairement une bonne période pour le jeune homme à qui tout semblait sourire. Bon, c'est sûr que c'est difficile de savoir exactement quel était l'état d'esprit de Marc-André à ce moment-là, hein, à l'été 2015. Mais selon les articles de journaux qui ont couvert son histoire, rien ne semblait supposer qu'il traversait à ce moment-là une période difficile, comme ça lui était déjà arrivé dans le passé. Le vendredi 17 juillet 2015, en fin d'après-midi, j'imagine un Marc-André amoureux qui embrasse sa blonde avant de quitter l'appartement de l'île Perrot pour la soirée. Ce soir-là, Marc-André est attendu à Saint-Mathieu-de-Belleuil, une petite municipalité de la Montérégie située à environ 75 km d'où il se trouve, chez Mélanie, pour une petite fête. Dans certaines parutions, on parle d'une fête chez un de ses collègues, mais c'est plutôt chez son patron que l'événement était organisé. Marc-André quitte donc sa blonde pour la soirée pour aller veiller avec les gens de son travail, un peu à l'extérieur de Montréal.
Avant de quitter, Marc-André informe Mélanie qu'il reviendra dormir avec elle à l'île Perrot, donc il ne retournera pas chez lui. Ceci étant dit, il souligne quand même que, s'il finissait par trop boire, il n'allait pas reprendre la route et plutôt dormir chez un collègue. Mais disons quand même que le plan, là, c'était pour lui de revenir dormir auprès de Mélanie quand la fête serait terminée. Il prend donc le volant de sa Ford Taurus bleue et parcourt les 75 km qui le séparent du party, un trajet d'environ 1h15 minutes. Une fois sur place, la fête commence tranquillement. J'imagine des collègues joyeux, festifs, manger des hot dogs sur le barbecue en écoutant un peu de musique. Au fil de la soirée, selon le journal de Gazette, Marc-André peut pas s'empêcher de texter sa belle Mélanie à plusieurs reprises, puis même de lui envoyer des photos du party. Le dernier message qu'elle reçoit de lui arrive autour de 21h. Ça, c'est ce qui est rapporté dans les journaux. Dans le rapport du coroner Pierre Bellil, qui paraîtra presque 1 an et demi après cette petite fête, le son de cloche sur la soirée est un peu différent. On peut y lire que Marc-André aurait eu, au cours de la fête, un comportement plutôt déplacé. À ce point, je cite le rapport, où ses collègues et son patron ont dû intervenir. Ah. Le rapport ne précise pas de quel genre de comportement on parle, mais on soutient quand même que Marc-André aurait bu de l'alcool. Donc, est-ce que c'est en rapport avec une consommation excessive ou est-ce qu'il y avait une tierce personne impliquée là-dedans? Là, impossible de le savoir. On situe son départ de la fête autour de 21h50, bien que personne ne puisse en être 100% certain. L'état d'esprit de Marc-André, à ce moment-là, n'est pas précisé, mais on se doute bien, Annie, qu'il ne devait plus nécessairement avoir le cœur à la fête. Est-ce qu'il est en voiture? Oui. Samedi matin, le 18 juillet, lendemain de la petite fête à Saint-Mathieu-de-Belleuil, Mélanie n'est pas surprise de se réveiller seule dans son lit. En constatant que Marc-André n'est pas rentré, elle conclut qu'il a simplement dû dormir chez son collègue tel que prévu, ayant probablement bu au-delà de la limite permise pour reprendre le volant. Elle lui texte un premier message qui demeure sans réponse. Bon, encore une fois, Mélanie ne s'inquiète pas. Il est encore relativement tôt, Marc-André dort probablement encore. Je ne sais pas combien de messages demeurent sans réponse au cours de la journée, Annie, mais assez pour qu'à un moment donné, Mélanie décide de joindre le collègue de son chum qui était lui aussi présent à la fête. J'imagine sa surprise et sa confusion en apprenant que non seulement Marc-André n'était pas avec lui, mais qu'il avait quitté la petite fête la veille autour de 22 heures, peut-être 23 heures, là, annonçant à tous qu'il partait rejoindre sa blonde. Bon. Plus confuse que paniquée, elle décide un peu plus tard dans l'après-midi de se rendre à l'appartement de Marc-André, se disant qu'il avait peut-être changé d'idée sur la route du retour et décidé d'aller finalement dormir chez lui. Évidemment, le fait qu'il ne réponde pas à ses appels ou à ses textos était très inhabituel, mais il y aurait probablement une explication pour ça aussi. Sauf qu'Annie, tu me vois venir. Ben oui. Une fois arrivée sur place, dans l'appartement de Marc-André, Mélanie se rend bien compte que son amoureux ne s'y trouve pas. Sa voiture bleue n'est pas stationnée dans la rue non plus. Où est passé Marc-André Simoneau? Selon le Journal de Montréal du 22 juillet 2015, c'en est trop pour la belle Mélanie. Elle décide de contacter les parents de Marc-André pour leur faire part de la situation, de ses inquiétudes, mais aussi probablement un peu dans l'espoir qu'ils auraient des réponses pour elle. Malheureusement, le père de Marc-André ne sait pas quoi répondre à Mélanie. Il ne sait pas où se trouve son fils. Il sait par contre que quelque chose cloche assurément. Je le cite. « Qu'il ne me réponde pas à moi, c'est une chose, mais qu'il ne réponde pas à sa blonde, qu'il aime éperdument, ça, c'est pas normal. » C'est ce qu'il déclare aux journalistes du Journal de Montréal le 22 juillet 2015. La famille va se résoudre à signaler la disparition de Marc-André le lendemain, soit le dimanche 19 juillet, alors qu'ils n'ont toujours aucune nouvelle de lui. Puis Annie, toute une surprise les attendait. Au téléphone avec le SPVM, on annonce aux proches, après une simple recherche dans la base de données de la police, que la voiture de Marc-André a été retrouvée et remisée dans la nuit du 17 au 18 juillet 2015. Quant à exactement minuit 43, on a localisé le véhicule, accidenté et abandonné, sous le viaduc Côte-Vertu de l'autoroute 40, direction ouest, à Montréal. Ben voyons. Pour situer les auditeurs, Annie, je précise que si Marc-André roulait vers chez Mélanie en revenant de Saint-Mathieu-de-Belleuil, il était sur la bonne route. L'endroit où sa voiture est retrouvée est logique si on considère qu'il roulait vers l'île Perrot. Il avait dépassé depuis un bon nombre de kilomètres son appartement à lui.
On peut donc conclure qu'il s'en allait retrouver son amoureuse. Mais visiblement, le retour ne s'était vraiment pas passé comme prévu. Curieusement, à minuit 43, quand elle est retrouvée par les autorités, la voiture a simplement été déplacée et remisée sans plus de formalité apparemment, simplement considérée comme abandonnée. Ben voyons, ils se sont pas posé de questions. Une voiture accidentée. Ça semble assez bizarre. Ben voyons, Michel. C'est ce qui est rapporté. Bon, évidemment, lorsque les policiers apprennent que le propriétaire est désormais porté disparu, on commence l'investigation pour essayer de comprendre ce qui se passe. Pendant ce temps-là, j'ose même pas imaginer l'horreur et la confusion de Mélanie et des parents de Marc-André de savoir que l'homme a non seulement abandonné sa voiture, mais qu'il a aussi abandonné son téléphone. Oh! Parce que oui, Annie, dans la voiture, bien qu'il n'y avait aucune trace de sang ni de dommages outre mesure, là, aucune trace du portefeuille du propriétaire, ni même des clés de la voiture, le téléphone, lui, un tout nouveau iPhone, s'y trouvait toujours. Il a été saisi, bien entendu. Du côté de la voiture elle-même et des dommages, au moment où elle est repérée par les policiers, il n'y a pas grand-chose à signaler. Seul le pare-choc de la voiture semble avoir été lourdement impacté, là. Si j'ai bien compris, les coussins gonflables ne sont pas déployés non plus, mais je pourrais me tromper. Les informations sont différentes d'une parution à l'autre. Semble simplement, en fait, que la voiture ait subi un impact assez important sur le devant et qu'on l'ait amenée sur l'accotement avant de simplement la quitter. Rien autour non plus, pas de traces de sang ni d'indices d'une blessure importante. Puis je me trompe, mais c'est pas un endroit où est-ce qu'il y a nécessairement des endroits où est-ce que tu peux marcher, où est-ce que tu peux sortir de ta voiture, puis... Absolument pas, hein? Ben non, c'est industrie. Il me semble là, que si j'ai bien compris la localisation, c'est très industriel, c'est sur le bord de l'autoroute, c'est dangereux même. Là. Effectivement. Dans les médias, on ne parle nulle part d'un second véhicule d'impliqué. Bon, il faut dire que l'enquête commençait à peine dans les médias qui ont couvert l'affaire. Mais en fouillant dans le rapport du coroner, par contre, il semble clair qu'une deuxième voiture est impliquée dans l'accident. Selon les dires d'un témoin qui serait venu de l'avant, ayant croisé la scène, apparemment peu de temps après la collision. Le témoin se souvient avoir vu 2 voitures sur la scène. La première, la voiture bleue de Marc-André, avec un homme sur l'accotement qui correspond à la description de ce dernier. Derrière sa voiture, un deuxième véhicule accidenté avec à l'intérieur 2 personnes. Le témoin serait repassé peu de temps après et n'aurait plus vu que la voiture bleue sur l'accotement. L'homme qui ressemblait à Marc-André et la deuxième voiture avaient disparu. Toujours selon le rapport du coroner, le visionnement des caméras installées à cet endroit pour la circulation n'aurait rien donné. Aucun indice supplémentaire sur l'accident. Bien sûr, Annie, on commence à trouver que la situation est de plus en plus inquiétante. Hein? Qu'est-ce qui a pu se passer sur l'autoroute 40 et où est passé Marc-André? Pendant que les experts fouillent la voiture remisée de fond en comble pour y déceler un indice, les autorités appellent aussi dans les hôpitaux, vérifient la morgue, bref, tentent de trouver au moins une trace du jeune homme, mais sans succès. Marc-André Simoneau s'est volatilisé complètement et personne ne comprend ce qui a pu lui arriver. Les jours passent et bien qu'on essaie d'élucider le mystère, rien du tout. J'ai trouvé assez surprenante la grande couverture médiatique sur sa disparition. Bien franchement, Annie, là, le Journal de Montréal consacre plusieurs articles en quelques jours couvrant entièrement cette disparition plus que mystérieuse, on va se le dire. Ouais. Au niveau de TVA Nouvelles, on tente d'émettre quelques hypothèses. Le frère de Marc-André, Jonathan Simoneau, tente une explication en réfléchissant tout haut. Je le cite. Au début, on a pensé à la fuite parce qu'il était peut-être en alcool et qu'il a eu peur de se faire prendre. Mais ça dure 24 heures. Ouais. Après, tu donnes signe de vie. Cette déclaration-là, Annie, elle est parue sur le site de TVA Nouvelles du 22 juillet à 13h36, très exactement. Ni Jonathan, ni personne ne pouvait se douter à ce moment-là que dans à peine quelques heures, on allait retrouver Marc-André. À 17h47, un citoyen compose le 911. Il signale aux autorités la présence d'un corps qui flotte dans la rivière des Prairies, retenu à un quai privé, entre Montréal et Laval, à la hauteur de l'avenue Henri-Bélan. Une fois les autorités sur place, on repêche dans l'eau un corps vêtu et très gonflé, selon les mots du coroner Bellil, qui ajoute que son état ne permet pas d'évaluer l'âge ni la race. Eh boy! Le corps est envoyé au laboratoire de médecine légale de Montréal et bien que des analyses plus poussées soient attendues pour la confirmation qu'il s'agit malheureusement bien du jeune homme disparu
5 jours plus tôt, dans des circonstances nébuleuses, semble qu'on puisse néanmoins procéder à une identification préliminaire par les tatouages. Ceux du corps retrouvés dans l'eau correspondent aux tatouages de Marc-André Simoneau. Un odontologiste confirmera plus tard cette conclusion grâce à la dentition du jeune homme. 5 jours après la petite fête à Saint-Mathieu-de-Belleuil, après que sa voiture ait été retrouvée accidentée sur l'autoroute 40, tout le monde qui suivait de près ou de loin cette histoire-là est absolument abasourdi par la nouvelle. Qu'est-ce que Marc-André Simoneau pouvait bien faire dans la rivière des Prairies, à 7 km de l'endroit où sa voiture a été retrouvée? Annie, pense-y. Impossible. C'est tellement étrange. C'est complètement incroyable comme dénouement. Bien sûr, la nouvelle est partout dans les médias. Hein? On parle de la découverte du corps de Marc-André dans le Journal de Montréal, dans la presse, à Radio-Canada, à Global News, dans la Gazette. Et la nouvelle fait bien sûr les manchettes chez TVA Nouvelles. Mais Annie, à ce moment-ci de l'histoire, les journalistes n'en savent pas plus que la famille ou même que la police. Interrogé à plusieurs reprises, l'inspecteur-chef de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, Yannick Parent, affirme que clairement quelque chose est arrivé, mais qu'il ne peut s'arrêter pour le moment sur une hypothèse. Selon ce qui est rapporté dans les médias, le corps de police admet 3 possibilités, le meurtre, l'accident ou le suicide. Précise tout de même que, pour le moment, ils n'ont aucune raison de penser qu'une tierce personne est impliquée, que selon les informations qu'ils détiennent, au moment de parler aux médias, le corps de Marc-André ne semble présenter aucune marque de violence visible et qu'aucun suspect précis n'est recherché. En d'autres termes, l'inspecteur Parent explique que la mort est considérée comme suspecte, mais pas nécessairement comme un homicide. On précise que Marc-André n'a aucun antécédent judiciaire et qu'il n'est affilié à aucun groupe criminalisé. Du côté de la famille, on sent un son de cloche différent assez rapidement. En fait, Annie, c'est assez simple. Là. On sent une totale confusion, un état de choc. Avec raison. Dans un long papier du Journal de Montréal paru le 24 juillet 2015, soit le surlendemain de la découverte du corps de Marc-André, les proches s'expriment. Parmi eux, Éric Bernier, le beau-frère de Marc-André, qui se demande si c'était même Marc-André au volant de sa voiture ce soir-là. Annie, je te laisse nous lire ce qu'il a exprimé aux journalistes comme hypothèse. Marc-André habitait dans un secteur très chaud de Montréal-Nord, bourré de gangs de rue. C'est un gars qui s'entraîne. Il est un peu fantasque. Peut-être qu'il a été mêlé à une altercation s'il est retourné chez lui après le party. C'est quand même une piste intéressante, là. T'sais, imaginons peut-être que Marc-André, finalement, ait décidé de rentrer chez lui après la soirée catastrophique à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'à la descente de son véhicule, devant chez lui, quelque chose soit arrivé puis qu'on ait voulu camoufler les preuves en se débarrassant de la voiture, du corps? Est-ce que quelque chose avait mal tourné pour le voleur du véhicule puis qui a embouti la voiture par accident? Difficile de savoir, Annie. Là. À ce moment-ci de l'histoire, à peine quelques jours après la terrible découverte de la voiture puis du corps du jeune homme, tout était encore à investiguer, à comprendre. Ben oui. Et Annie, si je n'avais eu que les articles de journaux ou les clips de nouvelles pour te raconter l'histoire de Marc-André, c'est pas mal ici que l'épisode s'arrêterait. Parce que même si le cas fut très suivi durant les premiers jours, je ne retrouve absolument rien par la suite. Aucun suivi, aucun dénouement, aucun résultat d'enquête. Hey, c'était vraiment ben trop frustrant pour moi de ne pas connaître les conclusions, là. Fait que j'ai essayé de fouiller un peu plus, comme tu le sais, sans succès pour les raisons que j'évoquais en début d'épisode. Heureusement, j'ai pu mettre la main sur le rapport du coroner, qui sont des documents publics pour ceux qui l'ignoreraient, et en apprendre un petit peu plus sur certains aspects. Le rapport est arrivé 1 an et 3 mois après le décès de Marc-André, donc un laps de temps quand même assez important où l'enquête a pu être poussée et où les hypothèses ont pu être mieux dessinées. Je t'avertis quand même, Annie, là, les réponses sont très peu nombreuses et surtout insuffisantes pour comprendre réellement ce qui s'est passé le soir du 17 août 2015 pour Marc-André Simoneau. Bien, ça reste que c'est pas les résultats d'une enquête policière. C'est un rapport du coroner. Donc, c'est des constatations avec l'existant, dans le fond? Exactement. OK. Ce qui est sûr, c'est que le jeune homme ne présentait aucune lésion traumatique, ni externe ni interne. En d'autres termes, là, il est presque exclu qu'il ait été victime d'une attaque violente. Les analyses toxicologiques sont ressorties toutes négatives, mais le coroner explique très clairement dans son rapport qu'elles sont plus ou moins fiables, vu l'état du cadavre et le nombre de jours où il a été immergé dans l'eau.
Je te laisse, Annie, nous lire la note du rapport à ce sujet. Le pathologiste met en garde le lecteur que l'état du corps réduit la précision de son autopsie et il en est de même des résultats des analyses de toxicologie. Le rapport souligne aussi la distension des poumons du décédé, ce qui est compatible avec une noyade. Il ajoute qu'il n'y a aucun signe qui laisse suggérer l'intervention d'un tiers dans ce décès. Ah, fait qu'il n'aurait pas été tué avant? Non. Oh là là! Quant à l'enquête policière, qui est, comme je te disais, au départ menée par la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, elle semble avoir été faite avec diligence, bien qu'elle se termine sans conclusion précise. J'ai pu parler avec certains intervenants du corps de police et bien que le contraire soit indiqué dans le rapport, eux m'ont affirmé que dès que le corps de Marc-André a été repêché dans les eaux de la rivière des Prairies, le dossier a été transféré au SPVM. De leur côté, ce qu'ils avaient comme dossier sur Marc-André a été depuis détruit. Ah, pourquoi? Laps de temps. Ben voyons. Ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit. Je dois avouer quand même, Annie, je suis toujours assez étonnée de réaliser que c'est réellement le territoire qui détermine quel corps de police s'occupera d'une affaire. Bon, je ne veux pas prétendre que c'est une mauvaise façon de faire, là, mais tu sais, en gros, Marc-André, il n'y avait pas grand-chose à voir avec la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil, sinon qu'il a passé quelques heures le soir du 17 juillet 2015. Pourquoi c'est la police de Belleuil qui a abouti avec son dossier de disparition alors que Marc-André habitait Montréal, que sa voiture a été retrouvée à Montréal? C'est difficile à comprendre de mon point de vue, mais bon, j'imagine que c'est parce que c'est à Saint-Mathieu-de-Belleuil qui a été vu la dernière fois. Je ne vois pas autre chose. Bref, malgré une enquête serrée menée par la Régie intermunicipale pour déterminer exactement ce qui s'est passé dans la nuit du 17 au 18 juillet 2015, la police n'arrive pas à en tirer de grandes conclusions. Les caméras de surveillance de l'autoroute 40 n'apportent rien. Les témoignages des proches ou des collègues non plus. Absolument rien d'anormal n'est retrouvé dans la voiture, ni dans le téléphone de Marc-André, ni même une fouille exhaustive dans son appartement de Montréal-Nord, qui est situé, on se souvient, à quelques pas de la rivière des Prairies. Donc, même cette fouille n'a rien pu amener, pas le moindre indice sur la chronologie des événements lors de cette soirée fatidique. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer, Annie? Pour le coroner, bien qu'il soit loin d'affirmer détenir la vérité, voici comment il explique les derniers moments de Marc-André. M. Simoneau n'a pas eu une soirée réussie. Il a commis une bévue durant la soirée où l'on peut dire qu'il n'a pas fait bonne impression. Il est ensuite impliqué dans une collision routière où son véhicule est sérieusement endommagé. Il y a de quoi ressentir une certaine lassitude. Cependant, il a été impossible de connaître ses allées et venues entre l'accident survenu dans les quelques heures suivant son départ de la soirée et la découverte de son corps 4 jours plus tard. Il ne nous est pas permis d'affirmer que la seule thèse du suicide peut expliquer ce décès. Conclusion, Marc-André Simoneau a succombé à une asphyxie par noyade. Il s'agit d'un décès de nature accidentelle. Ben voyons donc, comment il s'est rendu là? Je fais juste penser à la famille, Annie, au désarroi qu'elle doit ressentir avec des conclusions aussi chambranlantes. Ben oui. Tu sais, c'est sûr que certaines affirmations semblent immuables. L'absence de sang dans la voiture, l'absence de traumatisme sur le corps de Marc-André, l'abandon de l'auto puis du téléphone. Je peux comprendre qu'on penche vers l'idée d'un Marc-André désemparé, honteux, qui aurait pu vouloir mettre fin à ses jours, à succomber à cette impulsion spontanée-là, un genre de coup de tête fatal. Mais comment est-ce qu'on explique ce laps de temps où il a bien fallu qu'il se rende à l'eau? Oui. Je te rappelle, Annie, à ce moment-là, quand sa voiture est emboutie, Marc-André était à plusieurs kilomètres de la rivière des Prairies. Est-ce qu'il est retourné chez lui en taxi, peut-être? Un endroit qu'il connaissait, un bord de l'eau familier? Est-ce qu'il a marché plusieurs kilomètres pour atteindre l'eau? Dans ce cas-là, pourquoi personne ne l'a vu? Dans le rapport du coroner, rappelle-toi, on parle d'un témoin qui aurait vu 2 voitures accidentées ce soir-là. Exactement. Avec, dans la deuxième, 2 passagers. C'est qui, ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'ils sont jamais venus de l'avant? Est-ce qu'ils sont partis avec Marc-André? Ben c'est ce que je pense, moi. Impossible de ne pas avoir le cœur brisé pour la famille et les proches de Marc-André qui doivent continuer de vivre avec toutes ces questions-là, qui doivent les hanter. Impossible de ne pas avoir le cœur brisé pour Mélanie, qui aura à peine eu le temps de connaître Marc-André comme amoureux. Impossible surtout de ne pas avoir le cœur brisé pour Marc-André, qui, à 31 ans, a perdu la vie d'une façon qu'on est encore incapable d'expliquer clairement presque 10 ans plus tard.
J'ai pas osé demander aux proches s'ils étaient d'accord ou non avec la conclusion du coroner. Je considère les avoir dérangés bien suffisamment et j'espère sincèrement qu'ils savent à quel point je suis reconnaissante de leur ouverture, malgré le refus de participer à mes recherches. J'ai aussi eu la chance d'avoir un retour du SPVM sur ce dossier. J'avais une seule question pour eux, à savoir si le dossier de Marc-André Simoneau était toujours ouvert ou s'ils le considéraient comme résolu. Ils m'ont répondu que le dossier de Marc-André n'est plus actif, qu'il est fermé. Mais voyons donc! En attendant, je sais que l'histoire de Marc-André va me trotter dans la tête encore longtemps et que je vais ajouter son nom à la longue liste des gens partis trop tôt en laissant les proches dans un néant de questionnements auxquels on cherchera toujours des réponses. Captive est enregistrée au studio Madame Wood à Montréal. Un concept et une réalisation d'Annie Lorrain et Michel Ouellette. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, L'Indice.